Bonjour à toutes et à tous. Il est de tradition dans des circonstances telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui de prononcer des mots de remerciement et de bienvenue. Nous sommes agréablement et chaleureusement accueillis dans le bureau de Sir Lotfi Sqat en sa qualité de président directeur général de CIH, qui nous fait à la fois l'amitié et le bonheur de partager avec nous autour d'un thème dont la teneur et la pertinence ne sont plus à démontrer. On parlera de banque et finance à l'ère du défi du tout digital. Sir Lotfi Sqat, marhaba bina, mais عندك. مرحبا بكم عندي عند CIH. En tous les cas, c'est un plaisir de participer à l'Aussie Talks, comme ça qu'on les a nommés, surtout à destination de mes collègues, de mes collaborateurs, de l'OSIM, puisque le CIH fait partie de l'OSIM et on est content de participer. Donc. Alors, et ça nous fait énormément plaisir que dès lors qu'on avait parlé de digital et de banque et finance, c'est tout de suite CIH, et donc on s'était dit on aimerait bien avoir un premier éclairage de la part de Sir Lotfi sur justement ce paysage de transformation digitale à l'échelle du Maroc sur le secteur banque et finance. Comment vous pouvez nous apporter votre regard sur ça? C'est vrai que le digital est important pour le CIH, mais est important pour tout le monde. J'ai envie de dire que la transformation digitale est finalement un mouvement naturel. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi, en termes d'occurrence. C'est quelque chose qui vient dans l'évolution naturelle des choses. Et principalement, particulièrement dans le monde de la banque et de la finance, puisque la banque et la finance ont toujours utilisé la technologie, mais depuis toujours, ça ne date pas d'aujourd'hui, ont toujours utilisé la technologie. Maintenant, il est vrai que la technologie, il y a quelque temps, elle évoluait par sauts qui pouvaient être plus ou moins, je dirais, distants en termes temporels. Aujourd'hui, la technologie, elle évolue très très vite. Et donc, les dispositifs d'assurer une bonne transformation digitale peuvent être plus ou moins complexes parce qu'il faut être up-to-date, il faut être sur le marché, il faut savoir comment réagir et puis utiliser à bon escient. L'autre particularité, j'ai envie de dire, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est que la transformation digitale, elle est devenue un peu disruptive. Alors, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, parce que ça dépend comment on se positionne pour trouver la chose bonne ou pas bonne. Mais en tous les cas, effectivement, elle crée une certaine disruption. Donc parfois, elle peut gêner, elle peut mettre mal à l'aise les gens. Nous, on essaie bien sûr de tirer profit et de faire surtout bénéficier le client, je dirais, de l'apport de cette nouvelle technologie. Ça m'amène justement à cette deuxième question, parce que tel que vous la présentez, elle est à la fois disruptive, et donc il y a tout un changement qui peut s'opérer à la fois en termes d'organisation. CIH connu depuis toujours pour avoir fait une orientation stratégique vers le digital depuis longtemps. Comment que ça a été fait? Alors déjà au début, est-ce que c'était fait pour un avantage compétitif, pour se distancer par rapport au marché, ou là il y avait une exigence particulière? Sincèrement, ce que nous faisons de manière générale au niveau du CIH n'est pas fait pour distancer le marché ou fait pour être agressif vis-à-vis du marché. Non, il est fait essentiellement pour répondre aux besoins de la clientèle et faire en sorte que nous soyons la banque de demain dès aujourd'hui. C'est ça notre mot d'ordre, et donc on est plutôt dans cette logique-là, répondre aux besoins de nos clients de la façon la plus proche et de la façon la plus professionnelle possible. Alors le CIH, pour faire cette transformation digitale, évidemment, a dû se préparer, c'est clair. Mais j'ai envie de dire que le CIH, depuis toujours, a été très présent dans la technologie. Moi, quand je suis arrivé au CIH, on m'a dit que le premier client de HPS, qui est l'une des pépites d'or en termes de technologie du Maroc, c'est le CIH. Okay. L'une de ses premières références, c'est le CIH. Donc, je crois que, première ou deuxième, donc le CIH a toujours été présent dans la technologie, a toujours voulu. Donc les collaborateurs du CIH, la culture d'entreprise du CIH a toujours été orientée vers la technologie. Et donc, en arrivant dans la banque avec mon prédécesseur, évidemment, on a saisi les compétences, les points forts de la banque pour faire en sorte que la banque soit encore meilleure. Alors, ça a pris deux phases, j'ai envie de dire, puisque vous me posez la question. Une première phase où on s'est préparé en interne. On a mis en avant nos avantages compétitifs, comment préparer le système d'information essentiellement, les process. Et une deuxième phase où on est sorti sur le marché accompagné d'une transformation de l'identité visuelle,
avec une offre de service qui est quand même assez innovante. Voilà. Alors, basée sur deux éléments. Le premier, c'est bien évidemment la qualité de service, améliorer la qualité de service, faire en sorte que la technologie soit au service des clients. Et le deuxième point, j'ai envie de dire, qui est proche du premier, c'est une technologie qui assure une disponibilité du service de façon permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une proximité vis-à-vis du client. Donc, alors avec cela, bien évidemment, en disant ça au client, évidemment, le client peut dire oui, bon, ça veut dire quoi? Oui, exactement. Ça veut dire, rapidement on a fait des annonces, ça veut dire que plus de date de valeur pour le CIH, c'est des choses qui ont été annoncées en 2014, 2015, 2016, plus de notions d'opération déplacée, tout ça c'est grâce à la technologie. D'accord. Et on continue aujourd'hui encore. Un nouveau modèle de création de valeur complètement différent, qui est pas du tout basé sur un commissionnement de la tenue de compte, mais plutôt qui est basé sur une relation de confiance avec le client, avec une génération de valeur ajoutée par ailleurs sur des opérations qui sont un peu plus complexes que uniquement la tenue de compte. Et j'imagine que dès lors qu'on opère justement cette transformation en interne, il y a, j'ai envie de dire, un effort qui a été fait sur le mindset à la fois des collaborateurs, une préparation aussi de la clientèle, parce que c'est aussi une transformation de process, etc. Vous avez raison, parce qu'en fait, quand on parle de modification de process, la transformation digitale, ce qu'il y a de permanent dans la transformation digitale, c'est pas tant le mot digital, mais c'est plutôt le mot transformation. C'est qu'on est en transformation perpétuelle, c'est ça le principe. Et effectivement, il faut dire qu'à l'époque, ça me fait un peu bizarre de parler un peu dans le passé déjà, hein, mais à l'époque, c'était pas très courant, je dirais, que de venir dire aux clients vous allez faire toutes vos opérations à partir du mobile, etc. Bon, donc il fallait non seulement une transformation en interne, un état d'esprit orienté client, un état d'esprit orienté qualité de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi expliquer au client quel est l'intérêt qu'il a de venir utiliser ces services de cette façon-là. Dieu merci, le client est plus rapide que nous, il a tout de suite adopté cela, et bien sûr, bon, il s'est comporté comme n'importe quel humain sur Terre, hein, et fait qu'aujourd'hui, ben, on a une grosse utilisation, je dirais, de nos applications à distance, notamment l'application mobile. C'est vrai, à destination de la clientèle particulière, c'est-à-dire des personnes physiques, et tant mieux. Mais donc, deux process quand même importants, dans un interne, mais aussi vis-à-vis de la clientèle. Donc, il fallait, je me rappelle au départ, il fallait susciter l'intérêt auprès du client pour qu'il utilise tel. D'ailleurs, quand on avait imaginé le titre de cette rencontre, c'était Banque et Finance à l'ère du défi du tout digital. Et donc, on reviendra sur le mot défi parce que pour nous, en tous les cas, il y a plusieurs définitions. Il y a ces défis à la fois en interne, les défis pour la clientèle. Il y a certainement eu des risques, parce que quand on se lance dans une transformation digitale, il fallait préparer la clientèle, il fallait préparer le marché, il fallait préparer des produits, et tout ça, il fallait continuer à disrupter l'image d'une banque conventionnelle ou traditionnelle pour ancrer dans l'imaginaire public que c'est une banque qui est quand même tout digitale. Je pense que aussi l'arrivée de la pandémie, elle a dû certainement accélérer. Dans ce cas-là, enfin, elle a prouvé ce qui était déjà évident. Les choix qui ont été faits, comme quoi c'était des choix probants, etc. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. On va commencer par la fin. Bon, la pandémie, la pandémie, crise sanitaire, moi je l'appelle crise salutaire. Okay. Bon. Crise salutaire. Il n'y a pas de copyright, on reprendra ça ailleurs. Non, vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'est une crise sanitaire, en tous les cas, du point de vue de la transformation digitale, mais pas que, du point de vue de l'entreprise de manière générale. Parce que, et je pense, en toute humilité, je pense que l'ensemble des entreprises du Maroc, et même l'ensemble des dirigeants du Maroc, ont saisi l'opportunité de cette crise salutaire pour améliorer ce qu'il devait être amélioré. Parce qu'on a compris qu'il fallait être encore plus fort qu'avant, qu'hier, et que quand on est soumis à des situations inédites, eh ben, c'est là où on fait appel au génie de l'être humain, on fait appel au génie de la collectivité pour justement affronter cette situation inédite.
Ben, c'est ce qui s'est passé. Et tout cela, la conséquence, c'est qu'on est meilleur demain qu'aujourd'hui. Et donc, tant mieux. Donc, moi, je l'appelle crise salutaire parce que ça nous permettra, et ça nous permet déjà d'être meilleurs qu'hier. D'autant plus que, comme vous l'avez bien dit, le client, il a avancé peut-être un peu plus vite parce que ses besoins, ils sont... Alors des choses concrètes, hein. Pour le métier de la finance, des choses concrètes. Pendant longtemps, nous avons discuté entre nous, hein, dans la communauté bancaire, pour dire oui, il faut faire l'ouverture de compte à distance, etc. Ben, aujourd'hui, l'ouverture de compte à distance est en ligne. Bon, on full KYC pour nous, puisque c'est le cas, ou vous signez carrément sur le portable. Tout ça est possible aujourd'hui. C'est ça. Question, est-ce que sans la crise... On l'aurait fait? Non, je pense. C'est ça. Donc, je pense que ça aurait pris plus de temps. Exactement. Exactement. Comme quoi, c'est ce qui va dans le sens de la crise sanitaire parce qu'il a permis de faire une transformation qui a disrupté même ce qui devait se faire sur 4-5 ans, etc. Absolument. Bien sûr. Et j'ai envie de poser une autre question parce que souvent, d'ailleurs, quand on parle de la use case dans le secteur du digital bancaire, on parle de use case CIH Bank puisque vous avez été quand même depuis longtemps sur ce sujet-là. Il y a quand même quelque chose qui s'opère dès lors quand on parle de transformation digitale, c'est quand on commence à être une grande banque et qu'on travaille avec des startups. Il y a tout un écosystème qui doit être mis en place à côté. Travailler avec les startups, c'est pas quelque chose qui est habituel. On a parlé de mindset, on a parlé de réorganiser les process, mais c'est aussi... Comment ça a été opéré au niveau de CIH? Déjà le choix, l'identification, la confiance, parce que souvent c'est une question qui se pose. Oui. En fait, dans notre pays, il faut reconnaître que depuis toujours, le monde bancaire, et je le dis parce que je ne veux pas que... a toujours encouragé la start-up dans son définition la plus large. Et encore, je cite le cas de certaines entreprises qui opèrent dans la monétique, qui, si aujourd'hui sont des numéros 1 ou parmi les top 10 mondiaux, c'est bien parce qu'on leur a fait confiance ici au Maroc et on en est content. Donc cette démarche, elle a toujours existé. Et c'est dans cette démarche-là que nous avons procédé à notre transformation digitale, puisque une grosse partie de notre système d'information a été développée avec une entreprise qui, à l'époque, on peut considérer start-up. Moi, aujourd'hui, je leur dis c'est plus une start-up, mais à l'époque, pouvait être considéré start-up. Et en tous les cas, le propre de la start-up, c'est que ce sont des personnes physiques qu'on avait en face de nous, bien sûr dans une structure organisée, mais c'était eux qui faisaient avec nous les spécifications, qui développaient avec nous. C'était eux les patrons d'entreprise. Donc, ils vivaient avec nous pour apprendre comment fonctionne la banque et avec leur agilité, répondaient du point de vue technologique. Donc, c'est une démarche, encore une fois, je suis désolé de ne pas vous annoncer des scoops, mais c'est une démarche qui a toujours existé. Maintenant, le nouveau, j'ai envie de dire, c'est que on a voulu ouvrir ça à l'ensemble, je dirais, finalement, de l'écosystème, de notre écosystème marocain de manière générale. Et donc, effectivement, on a été l'une des premières banques à dire, finalement, ce qu'on a fait là, en catimini avec une entreprise, pourquoi pas ne le faire avec tous les jeunes qui peuvent, quels qu'ils soient, qui viennent. Nous, on est prêts, on a fait 2 jours, je crois, pendant même un week-end prolongé. On a dit, voilà, nous, on ouvre nos portes. Celui qui veut travailler sur la finance et la banque, nous, on est prêts à lui raconter comment ça se passe. Et on est prêt à challenger ses idées. Et celui qui va gagner, on va lui donner un prix. Mieux encore, celui qui va gagner, on va lui passer un bon compte commande. Ok. Donc je pense que c'est tout ce que peut imaginer, rêver un jeune start-upper. Ça a été fait en 2017. Alors bon, évidemment, on a vécu. Et puis il y a eu des succès. Il y a eu des succès retentissants, des succès un peu moins retentissants. Mais globalement, l'expérience, en tous les cas, sur le plan humain, est extrêmement enrichissante. Et sur le plan technologique aussi, ça a permis d'être quelque part des accélérateurs. Donc, moi, je cite quelques exemples. On a pu faire la remise des chèques sur mobile avec ça. On a pu développer du chatbot avec ça. Okay. Donc, c'est des choses concrètes quand même. Et c'est des startups marocaines. C'est des individus c'est des femmes et des hommes, parce qu'en l'occurrence, il y a une femme.
des hommes marocains avec leur structure, parfois organisée en structure, parfois personne physique, mais bon, ça reste le propre de la start-up. En fait, pourquoi j'insiste sur ce volet-là, parce que je pense que aussi le propre de Ozitox, c'est de faire émerger toutes ces belles initiatives qui existent au Maroc et qui, des fois, on a tendance à dire que bon, il n'y a rien qui se fait, alors que quand on creuse, ben, on voit qu'il y a tellement d'ouverture qui se fait, il y a tellement d'opportunités. Vous venez de citer le cas, on peut même donner un bon de commande à une jeune start-up, c'est des choses qui existent et que ça mérite de se faire connaître et d'être partagé. On a été content de le faire et encore une fois, ça aboutit. Hein. Ça a été fait avec un intérêt compris mutuel. Mais c'est le principe du gagnant-gagnant. On a également quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais puisque c'était le deuxième batch, j'ai envie de dire qu'il avait là, c'est une banque à destination des enfants. Ok. Voilà, donc c'est une avant-première peut-être que je vous annonce. Mais bon. Les enfants, ils vont être contents. Oui, pas une banque, c'est une application bancaire à destination des enfants, donc okay. on annoncera ça. Bon, donc ça, une belle expérience, voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, vous avez parlé de réussite. Moins réussite, c'est que finalement, quand on regarde, c'est des expériences qui ont trait à des accélérations, à des améliorations de process liés au métier de la banque. De manière générale, c'était les sujets qui sont sortis. On n'a pas eu des idées fintech, purement fintech. Alors, il est vrai que la réglementation a évolué entre le moment où on a fait notre premier, j'ai envie de dire, batch ou notre premier hackathon et aujourd'hui, puisque entre-temps, la réglementation bancaire s'est ouverte un peu, on a eu la notion d'établissement de paiement, on a eu le mobile payment, et on a eu un certain nombre d'outils qui se sont mis en place. On a eu également, en Europe, il y a eu une ouverture un peu plus forte, puisque aujourd'hui, il peut même y avoir des intermédiaires. Les banques sont obligées de fournir un certain nombre d'informations à des intermédiaires qui sont plus ou moins agréés, c'est la fameuse DSP2. Donc, la réglementation évolue. Ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est plus avoir des gens qui s'intéressent carrément au métier de la banque. Au-delà de l'outil, au-delà de... Non, bon, on va dire que l'outil, etc., bon, c'est bon, on peut le faire. Maintenant, c'est quid de la fintech réellement. Exactement. Alors là aussi, on travaille, bon, je ne pourrais pas citer de nom, mais on travaille avec un grand groupe national pour lancer une phase de sélection, une phase de sélection de fintech qui pourrait donc d'idées, et ces fintech-là, on va évidemment les intégrer dans le process, organisationnel, technique, métier. Parce que le but, comme vous l'avez si bien dit, l'outil, à la limite, il peut y avoir une maîtrise, mais maintenant c'est le process. C'est plus le volet financier, j'ai envie de dire. Voilà. Alors là, on va voir justement peut-être on va laisser nos auditeurs et nos spectateurs voir une vidéo qui a été tournée avec une jeune start-up qui a travaillé sur des sujets qui sont en lien avec la banque et finance. Adria Business and Technology est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la banque, et plus particulièrement dans le domaine de la banque digitale et de l'intelligence artificielle liée aux services financiers. La société a été créée en 2013 et compte aujourd'hui une centaine de personnes. Notre mission est d'aider les banques à offrir à leurs clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, la possibilité de souscrire des produits, de faire des opérations bancaires, et ce à distance et sans devoir se déplacer. Nos principaux produits sont le web et le mobile banking, le wallet, l'entrée en relation avec le KYC, basé sur l'OCR, de la reconnaissance faciale, de la signature électronique, du cash management et trade finance. Nos clients sont bien entendu au Maroc, mais aussi à l'international, où on est présent dans une vingtaine de pays, notamment en Afrique, en Europe et bientôt en Outre-mer. Concernant la digitalisation des banques, les systèmes d'information bancaire sont historiquement bien avancés. Cela tient à la criticité de l'activité bancaire, à la complexité des opérations et des traitements, au volume des données et probablement aussi aux exigences réglementaires.
Il faut dire que les premières banques 100% en ligne datent des années 2000. Au niveau de Adria, on considère qu'on a de la chance d'être né et localisé au Maroc, où l'environnement et le secteur bancaire est bien développé et mature, avec des acteurs bancaires ambitieux, innovants et dynamiques. Cela nous permet d'exporter nos solutions à l'international une fois éprouvées en local. Les avantages de la digitalisation bancaire sont multiples et à plusieurs niveaux. Premièrement, pour le client, puisque cela lui permet des gains importants en termes de temps, de limiter ses déplacements en agence. Le client, par exemple, peut faire une ouverture de compte, émettre un chèque, faire un transfert, faire une demande de crédit, et tout cela en ligne, ils sans devoir se déplacer physiquement. Deuxièmement, pour les banques, puisque la digitalisation leur permet de recruter et attirer des clients, mieux les servir et donc mieux les fidéliser. Tout ça avec une bonne gestion des coûts et de risques. Tous les métiers de la banque sont en fait impactés. Ça va des paiements, de la banque au quotidien, de l'entrée en relation, le métier du crédit, d'épargne et même le métier du conseil bancaire est impacté. Mais en fait, pour les banques, le défi est encore plus compliqué parce que la partie service en ligne, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a des systèmes opérants et des infrastructures techniques complexes qui sont aussi concernés par la digitalisation. En synthèse, un métier passionnant et plein de défis où il y a beaucoup d'opportunités, aussi bien pour les banques qui engagent la transformation que pour les talents qui s'y investissent. Où il faut conjuguer innovation et rigueur pour mieux servir le client final, ce qui reste la finalité et la raison d'être des banques et leurs partenaires. Alors, c'est là-dessus, encore une fois, on a pu surfer sur cette vague de transformation digitale depuis cet aperçu global sur ce qui se fait dans le secteur de la banque et finance, sur la use case CIH digital et sur justement le lien qu'il peut y avoir entre une banque et des startups qui les aident, qui les stimulent. Il y a une question qui vient naturellement à l'esprit, surtout quand on est dans cette pandémie et on parle post-Covid, il y a tellement de choses qui bougent. On avait dit défi à l'heure du digital et défi pour nous, ça signifiait aussi la decentralized finance, donc cette finance décentralisée qui de plus en plus on voit de développement de la crypto-monnaie, on parle aussi de blockchain, on parle de la fin de l'intermédiation. Comment est-ce qu'une banque qui a été à la base et depuis très longtemps digitale, comment est-ce qu'elle se prépare pour justement un avenir comme celui-là ? C'est une des technologies, en toute franchise, c'est une des technologies qui peut-être apportera le plus de disruption dans le métier de l'intermédiation de manière générale, pas que la banque. Et de ce fait-là, elle met un peu mal à l'aise, j'ai envie de dire, le système, donc il faut le dire. Mais maintenant, la technologie, il s'agit de la blockchain, bien évidemment. La blockchain a plusieurs applications. Bon, la première et celle la plus connue, c'est évidemment la crypto-monnaie, donc avec le fameux Bitcoin, mais pas que, d'autres. Mais bon, moi je pense qu'il faut être vigilant en même temps et en même temps regarder ce qui se passe dans ce domaine de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est une monnaie? Donc déjà, est-ce que réellement c'est une monnaie ou c'est une valeur spéculative? Je pense que ça relève beaucoup plus de la notion de valeur spéculative aujourd'hui que d'une monnaie. Je rappelle pour mes amis de l'OSIM qu'une monnaie, c'est la confiance, qui est insufflée par un État souverain et par une valeur qui est donnée par un État souverain. Or aujourd'hui, qui c'est qu'il y a derrière la crypto-monnaie, on ne sait pas. Donc d'ailleurs, vous avez vu, ça passe de 10 000 $ à 40 000, le lendemain ça va de 125. Il suffit qu'une personne, certes peut-être avec plusieurs milliards de dollars dans son portefeuille, annonce qu'il va vendre des voitures il va se faire payer avec les bitcoins pour que ça monte, et l'inverse pour dire moi j'arrête pour que ça descende. Donc
il y a une notion de souveraineté qui est extrêmement importante, qui n'existe pas dans le Bitcoin. Et donc, bon, il faut être très vigilant, très vigilant à ce niveau-là. Et voilà. Maintenant, la technologie en elle-même ne traite pas que le cas de la crypto-monnaie, elle traite également d'autres cas, notamment avec la notion de smart contract, qui effectivement permet là aussi de mettre un peu mal à l'aise un certain nombre de métiers, hein, qui sont plutôt dans l'intermédiation et dans l'intermédiation de tiers de confiance. Donc, je pense au métier de notaire qui demain peut complètement être dématérialisé avec cette notion de smart contract, parce que le propre d'un smart contract, c'est d'avoir un certain nombre de conditions qui sont inviolables, mais non seulement d'avoir des conditions inviolables, mais c'est qu'en plus il y a des déclenchements d'opérations qui peuvent se faire une fois qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Donc typiquement, bah oui, le métier de notariat, qui est par définition un tiers de confiance, peut être mis à mal. Il y a également la notion de toutes les opérations de transaction où il y a des notions de gré à gré. Dans la finance, ça peut être des opérations soit de prêt, on a vu une opération de l'OCP qui entre en grand corporate, donc qui peut avoir du sens. On peut avoir aussi, nous aussi, on vient de signer un contrat de prêt avec la BEI, on aurait pu imaginer de le faire sous forme smart contract blockchain. C'est aussi les transactions, je dirais, de gré à gré en termes de titres de capital. On peut imaginer à ce que les titres de capital au gré à gré fonctionnent de cette façon-là. Donc il y a un certain nombre de sujets où la technologie peut réellement apporter une valeur ajoutée, mais on ne peut parler de valeur ajoutée sans ignorer quand même les impacts sur les métiers qu'ils vont avoir et comment ces métiers-là vont évoluer. Ça d'une part. D'autre part, ce genre de technologie qui donc quand même est disruptif a besoin de régulation. Il me semble qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde de haut tout ça, qui mesure cette régulation. On ne peut pas, pour le cas de la banque, voyez-vous, est-ce que vous allez donner votre argent à un système dont on ne sait pas qui le gouverne, dont on ne sait pas qui le maîtrise, dont on ne sait pas qui demain règle les litiges par rapport à un système qui est le monde bancaire, où bien évidemment vous avez un régulateur, vous avez un contrôleur, vous avez des commissaires aux comptes, vous avez des conseils d'administration, vous avez là... Enfin, ou du moins un vis-à-vis déjà, maintenant. Quand on pose la question, j'imagine, comme ça, à n'importe quelle personne, enfin, je veux dire, la réponse est évidente, que je préfère donner mes actifs que je connais à Liquida. Donc il y a quand même un certain nombre de questions qui doivent être certainement éclairées avant. Maintenant, en termes technologiques purs, je pense qu'il y a des use cases qui peuvent être développés. Je n'ai pas cité le trade finance. Le trade finance est aussi un cas d'usage qui peut être très absolument. On peut parler aussi de la KYC, le Know Your Customer, puisque aujourd'hui, finalement, on se rend compte que quand vous allez chez la banque, ou vous allez même ouvrir, je vais faire un parallèle qui va peut-être faire sourire, Facebook, vous ouvrez un compte chez Facebook ou vous ouvrez un compte chez la banque, je le fais volontairement, on va vous demander un certain nombre de diligences sur vous. Pourquoi faut-il le faire Facebook, machin. D'ailleurs, quand vous allez dans Facebook, qui viendra acheter WhatsApp, qui viendra acheter machin, eux, ils ont mis leur KYC en commun. Donc, alors, pourquoi ne pas imaginer une KYC qui soit justement commune à plusieurs types, du même type d'activité ou du même type d'industrie? Pourquoi pas la finance? Voilà. Alors, ce que je retiens, c'est que c'est à la fois, enfin, pour une banque qui se prépare, parce que ces technologies, aujourd'hui on parle de blockchain, demain il peut y avoir certainement autre chose, c'est toujours cette dualité entre, on ne rejette pas, on voit comment que ça marche, quelles sont les applications qui peuvent être déduites, s'il y a des use cases qui sont applicables, mais il y a aussi le point fondamental, vous avez bien cité, c'est la confiance et la souveraineté à la fois numérique et la souveraineté des données. Il y a tellement de sujets qui font que, oui, pour une technologie, mais pas n'importe comment et pas n'importe quelle application, parce qu'il y a derrière des enjeux qui peuvent être au-delà du financier, qui peuvent être économiques, sociaux, politiques ou autres. C'est toujours difficile de finir un Ausitox, surtout quand on est bien accueilli, quand c'est chaleureux et quand l'éclairage
informatif et extraordinaire. J'ai envie de poser une question à notre fille Sqat. Dernière question. S'il y a des enseignements à tirer ou à partager avec toute la communauté OSIM, je sais que vous les aimez, vous les connaissez, etc. Et donc, ce serait quoi des enseignements qu'on pourrait partager avec nos amis à l'ère du tout digital? Soyons audacieux. Soyons audacieux. D'ailleurs, l'audace, je pense que c'est le maître mot en ce moment. L'audace, la disruption et le courage de développer des choses. En tous les cas, merci de nous avoir... merci. Généralement, dans Ausitox, on reçoit au QG le 27. Ici, c'est votre maison. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est bien, c'est qu'on reçoit un invité, nous sommes chez nous, mais chez lui. Donc, c'est l'un dans l'autre. Merci beaucoup de nous avoir reçus agréablement, chaleureusement. Alors, toute l'amitié de toute l'équipe et de toute la communauté OSIM pour Silot Fessokat et pour la famille CIH. Merci. Merci.